Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, voici l'essentiel d'une des vidéos les plus inspirantes du regretté Kobe Bryant. Talentueux et précoce, il est drafté à l'âge de 17 ans, étant l'un des rares joueurs à passer du lycée directement professionnel. Surnommé Black Mamba, il a un palmarès impressionnant. Il a remporté 5 fois le championnat NBA avec l'équipe des Los Angeles Lakers et 2 fois les Jeux Olympiques avec la Dream Team. Il est considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Depuis 2 ans déjà, il nous a quittés avec sa fille Gianna, âgée de 13 ans. Il était marié depuis 2001 à Vanessa Lane et avait 4 filles. Abonnez-vous pour faire progresser la chaîne et partagez à ceux qui aimeront la vidéo. Merci et bon visionnage. Give it up to the one, the only, Kobe Bryant. It's awesome, wonderful. Il y a des choses dans une histoire, par essence dans une histoire, qui peuvent m'aider à être un meilleur basketteur, être un meilleur coéquipier, un meilleur leader, mieux comprendre les émotions. C'est pourquoi je me suis lancé dans le storytelling. J'étais juste incroyablement curieux. Et tu sais, les choses sans importance n'allaient pas attirer mon attention. Il devait y avoir des choses qui n'allaient pas attirer mon attention. Il devait y avoir des choses pour lesquelles j'avais un but. Je voulais être l'un des meilleurs joueurs de basketball à avoir joué. Et tout ce qui était en dehors de ce chemin, je n'avais pas le temps pour ça. Et à quel âge cet objectif est-il devenu parfaitement clair? J'ai conclu cet accord avec moi-même à 13 ans. D'où l'inspiration t'est venue? L'amour du jeu. L'amour du jeu, le défi. Lorsque je regardais Magic jouer, je regardais Michael jouer et je les voyais faire ces choses incroyables, je me disais, puis-je atteindre ce niveau? Je ne sais pas, mais essayons pour voir. Je vais essayer pour voir. Et donc cette curiosité de voir jusqu'où je pouvais avancer m'a conduit sur ce chemin. Le basket était pour moi la chose la plus importante. Donc tout ce que je regardais, que ce soit des shows à la télé, des livres que je lisais, des gens avec qui je parlais, tout était fait pour essayer d'apprendre à devenir un meilleur basketteur. Vraiment tout. Donc quand tu as ce point de vue, alors littéralement le monde devient ta bibliothèque pour t'aider à devenir meilleur dans ton art. Parce que tu sais ce que tu cherches. À 13 ans, j'avais une liste de victimes, tu vois. Ils avaient l'habitude de faire ces classements qui sont les classements de basket Street and Smith. Et j'étais introuvable parce que je faisais 1m93, j'étais maigre. Donc j'étais quelque chose comme 57e sur la liste. Et donc je regardais le 56e, le 55e, tout le chemin jusqu'au numéro 1. Qui sont ces joueurs? Avec quelles équipes ils ont joué? Donc quand nous allions jouer sur le circuit amateur, je devais les traquer. Et donc c'est devenu ma mission au lycée, de cocher de la liste toutes les autres personnes, tous ces 56 autres joueurs, leurs noms, les traquer et les dépasser. À 13 ans, j'ai joué le jeu sur le long terme, parce que mon jeu n'était pas d'être meilleur que toi à 13 ans. C'était d'être meilleur que toi quand tu sais que les jetons sont vraiment en jeu. Donc quand je jouais à 13 ans, je t'évaluais et j'analysais quels étaient tes atouts et tes faiblesses. Comment tu abordes le jeu? Es-tu incohérent à propos du jeu? Es-tu maladroit? Es-tu bon simplement parce que tu es grand et plus fort que tout le monde? Quelles sont les actions, les réflexions et compétences que tu aimais? Et quand je jouais avec mes faiblesses. Je ne jouais pas avec mes atouts. Je jouais avec mes faiblesses parce que quand tu joues au basket d'été, il y a tellement de matchs qu'il n'y a pas beaucoup de travail de perfectionnement. Alors quand tu t'améliorais? Lorsque tu joues dans des situations de compétition, tu ne joues qu'avec tes atouts. Pourquoi? Parce que tu veux gagner. Alors, ce que je faisais, pendant ces matchs, je travaillais toujours sur les choses pour lesquelles j'étais faible. Main gauche, tir en suspension, positionnement. Donc j'avais une stratégie. Et donc en avançant rapidement jusqu'à mes 17 ans, mon jeu est complètement équilibré. Et ce joueur que j'avais vu à 13 ans, lui, fait toujours la même merde à 17 ans. Donc maintenant, tu as un problème. En NBA, c'était en fait plus facile. Parce que j'ai découvert qu'en NBA, beaucoup de gars jouaient pour la stabilité financière. Et quand ils arrivaient en NBA, ils obtenaient cette stabilité financière. Donc la passion, la conscience professionnelle et l'obsession, tout ça avait disparu. Alors en voyant ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être comme de voler un bonbon à un bébé. Je comprends pourquoi Mike a remporté tous ces championnats. C'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Puis il y avait les joueurs qui avaient cette passion, mais qui n'étaient pas prêts à consacrer toute leur vie à jouer. C'est un choix. Tu as d'autres choses, ta famille, tu as toutes ces autres choses que tu dois faire. Le jeu ne peut pas vraiment être ta priorité numéro 1.
Donc c'était ma vision et je me suis dit que ça allait être amusant. Les gens qui t'aiment, les amis et la famille, ils ont compris cela à ton sujet. Alors ils te laissent être toi-même. Et quand vous vous réunissez à nouveau, tu sais que tu reprends là où tu t'étais arrêté. Mais il ne faut pas se tromper à ce sujet. Tout le reste entre ces moments est perdu. Donc ces relations à long terme, l'engagement de temps. Comme je vois beaucoup de joueurs prendre des vacances avec d'autres joueurs qui sont des amis proches. Et je veux juste prendre des vacances, juste pour prendre des vacances. Ou juste traîner, juste pour traîner. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Alors pourquoi tu ne fais pas ça? Bien parce que quand j'ai pris ma retraite, je ne voulais pas avoir à me dire « j'aurais aimé en faire plus ». Je ne voulais pas cela. Je ne veux pas cela. À l'époque, je m'occupais de ce que j'ai appelé la montagne des GOAT. Je suis allé à la montagne des GOAT et j'ai parlé avec Magic, Michael, Bird, Hakeem Olajuwon, Jerry West, Oscar Robinson, Bill Russell, tu sais. Et donc je leur demandais « Qu'as-tu fait ? Quelles ont été tes expériences ?» Michael en particulier, il est devenu mon grand frère. C'est mon grand frère depuis que je suis arrivé dans la ligue pour la première fois. Et je demandais à quoi ressemblait ce processus. Alors je suis allé vers eux et j'ai commencé à comprendre les tenants et les aboutissants du jeu. Et tu sais, comment ils abordent les choses et leur niveau de détail et d'obsession. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais au lycée et que je m'entraînais avec les 76ers, j'avais l'habitude de leur demander « Tu sais comment le marquer, Mike ?»« Mike ? Tu veux dire Black Jesus ?»« C'est quoi ce bordel ? Black qui ?» Nous l'appelons Black Jesus, ou tu peux l'appeler Chat Noir. Je vais l'appeler putain de Mike, c'est son putain de nom. Donc le niveau de peur qu'il inspirait aux autres était fou. Et je lui disais quand je lui faisais face « On va envoyer, mec. » Et il me disait « Non, tu ne peux pas faire ça. » Et je disais quoi? Tu ne me connais pas, mec. Alors quand nous nous sommes rencontrés, je pense qu'il a compris cela. Et tu sais, quand j'avais 18 ans, ma première année, il a eu le meilleur de moi plusieurs fois. Mais j'étais là direct au prochain match. Tu ne m'intimides pas, je ne vais nulle part d'autre. Et je pense qu'il a vu ce niveau de respect. Je pense que lui aussi agissait de la même manière à 18 ans. Et cette relation commune est ce qui, je pense, a construit notre connexion. Tu dois regarder la réalité de la situation, tu sais. Pour moi, tu dois en quelque sorte redescendre sur terre. Je pense que ce n'est pas à propos de toi, mec. D'accord, tu te sens gêné, tu n'es pas si important. C'est là que tu vas redescendre sur terre. Tu vas t'en remettre. Comme si tu t'inquiètes de la façon dont les gens pourraient te percevoir. Et comme si tu te promènes et que c'est embarrassant parce que tu as tiré 5 airballs. Redescends sur terre. Puis après cela, c'est ok. Mais pourquoi ces airballs ont eu lieu? J'ai compris. Au lycée, l'année précédente, nous avions joué 35 matchs maximum. Espacés d'une semaine entre chaque. Donc beaucoup de temps pour se reposer. En NBA, ça s'enchaîne à la suite. Je n'avais pas les jambes, alors si tu regardes les lancers, chaque lancer était aligné. Mais chaque lancer était trop court. Donc je dois devenir plus fort. Je dois m'entraîner différemment. Le programme de musculation que j'ai fait, je dois la faire sur mesure pour une saison de 82 matchs. Donc lorsque les playoffs arrivent, mes jambes sont plus fortes et le ballon rentre. Alors je regarde cela avec lucidité et je me dis que la raison pour laquelle j'ai tiré ces airballs, c'est parce que mes jambes n'étaient pas là. Ok, et je veux m'assurer qu'elles le seront là la saison prochaine. Tous les jours depuis 20 ans. C'était un processus quotidien et essayer de comprendre les atouts et les faiblesses. Par exemple, ma capacité à sauter. Ma détente était de 102 cm, si ce n'était pas 116 ou 114 cm. Mes mains sont grandes, mais elles ne sont pas énormes. Donc tu dois trouver des moyens de les renforcer pour que tes mains soient assez fortes pour pouvoir saisir une balle et faire les choses que tu dois faire. La rapidité, j'étais rapide, mais pas extrêmement rapide. J'étais vif, mais pas incroyablement vif, n'est-ce pas? Donc j'ai dû beaucoup plus compter sur mes compétences. J'ai dû beaucoup plus compter sur les angles. J'ai dû étudier le jeu beaucoup plus. Mais j'ai vraiment apprécié cela. À partir du moment où je ne me souviens plus quand j'ai commencé à analyser le jeu. J'ai étudié le jeu et cela n'a pas changé. Je ne traite pas avec des gens qui ne s'investissent pas à ce niveau, mais qui agissent comme s'ils le faisaient. Je ne traite pas avec cela. C'est du sérieux. Écoute,
Nous avions l'habitude de batailler à ce sujet tout le temps. Parce qu'il disait, ok, Kobe ne me passe pas le ballon. Et tu sais, les médias le prenaient et l'amplifiaient. Et je lui disais, hé frère, si tu étais en forme, en même temps que je fais une contre-attaque, que je revienne en courant, puis que je reparte en courant, tu es en train de revenir pour la première fois. Donc frère, que veux-tu que je fasse? N'est-ce pas? Donc une grande partie de nos conflits venait de cela. Et même s'il était plus âgé, tu le confrontais quand même? Tu t'en fichais? À partir du premier jour? Je m'en fichais. Je savais à coup sûr que Rick Fox, mes coéquipiers, ils pensaient tous que j'étais absolument fou. Le jour où Chuck et moi, nous nous sommes battus. Après ce jour-là, il disait, ok, Kobe, tu es cinglé. Vous vous êtes battus. Oh ouais, je ne recule pas. Tu peux me démolir. Tu sais. Tu sais, il y a un niveau de respect, et pour Chuck aussi d'ailleurs, je sais. Il m'a dit que ce jour était un grand tournant pour lui. Parce que c'était comme si, tu sais, il est généralement habitué à envoyer des vannes et à dire ce qu'il veut, mais que personne ne s'avance vraiment et ne l'affronte. Donc quand il m'a vu le défier comme cela, il s'est dit, ce gamin est fou. D'accord, je peux gagner avec ça. Tu sais, donc je pense que c'était en quelque sorte le début de notre relation. Il y a des choses très tactiques en termes de jeu de jambes et de géométrie du terrain. Donc tu regardes le terrain et en regardant l'angle de 45 degrés, c'est la façon dont le terrain est designé. Et comment cela doit fonctionner, c'est un des éléments. Donc en regardant les placements au sol, où tu peux améliorer ton efficacité, tu peux être sur l'aile, mais il y a un certain placement sur l'aile qui améliore ton angle pour te conduire au panier. Donc c'est ce genre de choses. Aussi le jeu de jambes des adversaires, observer l'émotion des adversaires, leurs tendances, leurs faiblesses et tout ça. Comprendre l'impulsion du jeu. Comment créer des changements d'impulsion. D'où les changements d'impulsion proviennent. Tout ce genre de choses et ensuite étudier en dehors de cela. Observer dans différentes industries. Observer des chefs d'orchestre. Observer des écrivains. Observer des acteurs et comment ils entrent dans le personnage. Puis comment ils se maintiennent dans cet espace mental. Donc observer différentes industries. Regarder la nature elle-même. Apprendre de cela et comment tu peux l'intégrer dans le jeu. Mec, c'était beaucoup de recherche. C'est assez simple pour moi, c'est-à-dire, si tu comprends le business, est-ce une entreprise que tu peux aider d'une manière ou d'une autre? Quelles sont les barrières d'entrée de ce business? Puis les entrepreneurs eux-mêmes, l'entreprise elle-même. Ont-ils une culture que tu penses durable? Ces leaders sont-ils des gens en qui tu crois? Sont-ils des gens qui sont obsessionnels et à leur tour ont créé une culture d'obsession? Alors j'ai tendance à analyser ces 4 facteurs, et c'est tout. La communication est comme cela avec nos enfants. Papa travaille dur, c'est le niveau d'attention des détails que vous devez avoir dans tout ce que vous faites. Donc c'est donner l'exemple. Pour ma femme, tu sais, elle est aussi compétitive que moi. Elle est du genre, écoute mec, si tu vas sortir t'entraîner 8 heures par jour, si tu vas passer 9 mois de l'année loin de ta famille, tu ferais mieux de gagner le championnat. Mais c'est un exercice d'équilibre, et c'est ce qui est important. C'est de comprendre que nous devons avoir énormément d'énergie. Et pour finir, j'ai joué des matchs avec la grippe. J'ai joué des matchs avec de la fièvre à 39 degrés, mec. Tu dois assurer, mec. Pas de sommeil, sans sommeil. Tu as joué des matchs sans sommeil, sérieux? Pas de sommeil. Pas de sommeil. Tu sais, les enfants, Natalia et ses problèmes de santé, tu dois rester debout toute la nuit. Donc tu dois sortir et performer. Les fans ne savent pas. Les coéquipiers ne savent pas. Ils ne s'en soucient pas et ils ne devraient pas se soucier que tu sois debout toute la nuit. Tu dois être performant, donc tu dois juste aller travailler. Tu sais que beaucoup de gens dépensent leur argent durement gagné pour venir nous voir jouer. Performer, être performant, c'est notre travail d'être en forme pour jouer à ce niveau. Tous les soirs. Et en tant que compétiteur, je n'esquive pas la merde. Comme si, oh mon Dieu, j'ai mal au dos, nous devons jouer contre Vince Carter et les Raptors de Toronto ce soir. Kobe monte le match contre Toronto. Vince Carter. Mon dos était vraiment blessé. Mais les gens disaient, quoi? Oh, il esquive Vince. Et moi je disais, excuse-moi, je ne crois pas.
Donc j'étais dans la ligne des lay-ups en me disant ok, il y a beaucoup de jours où tu sais que tu peux te reposer, mais aujourd'hui ce n'en est pas un. Ton dos peut te déranger n'importe quel autre jour, cette merde ne te dérangera pas aujourd'hui. Il va devoir m'affronter. J'ai adhéré à la méditation. J'ai adhéré à une connexion plus profonde qui existe dans le jeu. Nous n'avons jamais été secoués parce que nous sommes toujours dans le moment, toujours dans le présent, toujours extrêmement calme, toujours en regardant la réalité de la situation et ne pas laisser nos émotions obscurcir notre exécution. Et cela vient d'un état méditatif enseigné et prôné dès le premier jour. Tu sais que tu as une blessure aux ischios. Tu te déchires gravement les ischios. Tu peux à peine marcher correctement et encore moins jouer, quel que soit le sport. Football, basketball, volleyball, quoi que ce soit, tu ne peux rien faire. Le docteur te dit de rentrer à la maison. Tu t'allonges sur le canapé, tu reposes ta jambe, tu restes à l'écart du jeu, tu ne te lèves pas de mouvement brusque. Tu es chez toi. Tout d'un coup, un incendie se déclare dans ta maison. Tes enfants sont à l'étage, tu sais que ta femme est là où elle est, les choses se passent mal, ok? Je suis prêt à parier que tu vas oublier tes ischios. Tu vas sprinter à l'étage, tu vas attraper tes enfants, tu vas t'assurer que ta femme va bien, tu sors de cette maison, ok, au diable tes ischios. Tu ne vas pas sentir tes ischios. Et la raison est que la vie de ta famille est plus importante que la blessure de ton ischio. Donc, quand le jeu est plus important que ta blessure elle-même, tu ne te sens pas blessé à ce moment-là. Quand je rentre dans la salle des entraîneurs, mes enfants sont là. Et tu sais qu'ils te regardent et tout. Et je les regarde et je suis du genre, tu sais, désolé, papa va bien. Ça va aller, ça ira bien. En tant que parent, tu dois donner l'exemple. Tu dois donner l'exemple. C'est une autre difficulté. Cette difficulté ne peut pas me définir. Cela ne va pas me paralyser. Cela ne va pas être responsable de mon retrait du sport dont je suis passionné. Je vais me retirer selon mes propres conditions. Et c'est à ce moment-là que la décision a été prise. Tu sais quoi? Je vais le faire. C'est une bonne séparation pour moi, tu sais. Émotionnellement, de pouvoir me mettre dans un endroit où quand je m'entraîne ou pendant les matchs, je change mon état d'esprit dans quelque chose d'autre. Je change de mode dans quelque chose d'autre. Pour moi, c'est l'équivalent de Maximus Decimus Meridius dans le film Gladiateur, qui ramasse la poussière, qui sent cette poussière, que le spectacle commence. Donc c'était mon changement mental. C'était comme un acteur se préparant pour un film. Tu dois te mettre dans une cage. Quand tu es dans cette cage, tu es ce personnage. Et puis quand tu as fini, c'est quelque chose de complètement différent. Et quand je suis dans cette cage, frère, ne me touche pas, ne me parle pas. Et tu sais, ma compétitivité intérieure me disait non, je vais faire quelque chose dans les 20 prochaines années qui est mieux que ces 20 dernières années. Tu ne comprends peut-être pas cela, mais c'est ce que je fais, c'est ce que je suis en train de réaliser, tu sais. Donc la compétitivité démarre. Ce que je dois faire maintenant est de m'assurer que les gens que nous engageons, ces obsessionnels que nous engageons, se mettent au défi de faire le meilleur travail qu'ils pensent pouvoir faire. C'est pour ça que je suis là. Pour qu'ils se regardent constamment dans le miroir et s'auto-évaluent. Pour qu'ils se lancent des défis eux-mêmes. Si nous avons un projet et que tu dis « D'accord, je peux le faire », ce n'est pas le projet que nous voulons. Les projets qui disent « Je ne sais pas si je peux créer cela. Je ne sais pas comment écrire cette histoire. Je ne sais pas comment faire. » Ce sont les choses que nous voulons parce que grâce à cette curiosité, tu atteindras un niveau que tu ne pensais pas possible. Tu veux la première place, viens jouer avec moi. Tu veux la deuxième place, va ailleurs. Make some noise, Kobe Bryant! Thank you.